Malgré un fort déficit en mai 2023 du budget, il reste excédentaire depuis le début de l'année. L'important est de savoir est-ce que c'est bien ou mal d'avoir un déficit budgétaire. Et nous retrouvons Daniel Guggenheim, docteur en économie, pour l'actualité économique de la semaine. Bonjour Daniel. Bonjour. Bienvenue. Alors, faut-il s'inquiéter? On va commencer directement du déficit budgétaire du mois de mai. Ça fait les gros titres dans Voilà notamment. C'est l'angoisse totale ou il ne faut pas exagérer, Daniel? Encore une fois, j'ai été stupéfait de voir comment la presse économique et certaines veut présenter ce sujet-là. Bon, mais il y a des faits quand même. Il y a des faits d'abord, il faut revenir, mais dire un peu comme vous le dites, catastrophe, un grand déficit budgétaire. Remettons les choses en place comme ils sont, dans le bien ou dans les problèmes qu'il y a. D'abord, effectivement, au mois de mai, il y a eu un déficit budgétaire de 10 milliards de shekels. Et ça représente 0,6% du PIB. Seulement, si on regarde depuis 2023, et d'ailleurs à l'intérieur des articles, alors ce chiffre est mentionné, on est toujours en excédent budgétaire de 13 milliards de shekels. Donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs mois où il y a des déficits budgétaires maintenant. Disons que la globalité, on est en excédent. Sur le mois de mai, on est en déficit. Oui, je dis il y a eu des mois, encore même avant, il y a eu des déficits, mais il faut regarder sur une longue période. C'est vrai que aussi sur 12 mois, on a un déficit aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi début 2023? Parce que, en gros, le nouveau gouvernement, qu'on soit pour ou contre, je dis pas, est jugé par rapport à ça depuis le moment où il travaille, bien que le budget a été fait que maintenant. Mais c'est important, quand même, ce chiffre de début de l'année, et qu'on regarde, et de pas regarder seulement un mois en lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? On voit qu'il y a d'abord une baisse importante des recettes. D'abord, le grand poste où il y a la grande baisse, et ça ne vous étonnera pas, vous qui nous suivez chaque semaine, c'est l'immobilier. Il y a beaucoup moins de transactions. D'ailleurs, les chiffres de mai sont sortis. Beaucoup moins de transactions immobilières égale beaucoup moins de recettes dans les caisses de l'État, forcément. Tout à fait. 50% en moins de transactions. On était au même mois l'année dernière à 6 000. On était à 4 000 transactions cette année, en mai 2023. Et donc ça, effectivement, ça fait baisser de l'argent dans les recettes parce qu'il faut savoir que l'immobilier est pour l'État une grande source de recettes à tout. Bien sûr. Prend énormément d'argent, beaucoup plus que les gens ne savent d'ailleurs. Et c'est un des grands problèmes aussi d'ailleurs, pourquoi il y a une bulle immobilière, pourquoi il y a beaucoup l'immobilier tellement cher en Israël, c'est aussi les impôts qui sont à côté. Maintenant, ça c'est au niveau de l'immobilier. Autre chose aussi qui sont soulignées, c'est qu'il y a moins de recettes directes, c'est-à-dire les impôts sur les salaires ou bien qui sont pris aux indépendants est moins important. Pourtant, nous voyons qu'il y a toujours le plein emploi. Peut-être, il y en a qui disent, dans la technologie, on a peut-être moins. On a parlé de ça la semaine dernière que les salaires là-bas aussi augmentent, mais il y a peut-être et en tout cas, c'est les faits, c'est qu'il y a moins d'impôts. Il y a aussi, à mon avis, des mesures sociales qui ont été déjà prises, même avant le budget, qui font que les gens payent moins d'impôts. Donc ça aussi, c'est une des raisons aussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des dépenses? Les dépenses ont aussi augmenté, on le voit d'ailleurs beaucoup sensiblement par rapport à l'année dernière. Alors, c'est dû au fait maintenant que le budget a été voté. Et donc, l'État peut plus dépenser, c'est ce qu'a dit le ministère des Finances. Et est-ce que c'est un mal? D'abord, on regarde dans quoi ces dépenses... Oui, parce qu'on peut avoir un déficit parce qu'on fait des dépenses appropriées. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a deux choses. Il y a d'abord beaucoup plus de dépenses sociales. On en parlait souvent sur les plus défavorisés, des aides qui n'étaient pas données avant. Et ça, je pense que c'est un devoir social. C'est aussi dû à la coalition qui est actuelle, on appelle ça son base. Ça veut dire beaucoup de gens qui ont voté pour lui sont des gens qui ont dans des couches défavorisées. Ils veulent leur apporter le maximum d'avantages et d'autres choses. Et ça, c'est à mon avis le plus important. Il y a des dépenses qui sont des dépenses d'investissement. L'État subventionne des infrastructures, que ce soit au niveau des projets du métro, au niveau du projet des trams et des routes, ou que ce soit, ou de façon générale de la recherche en Israël. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, quand on a un risque de faire une politique qu'on appelle keynésienne, c'est-à-dire que l'État dépense plus pour pouvoir soutenir l'économie, surtout de la façon dont il le fait, c'est pas une mauvaise chose d'après les économistes. D'après l'État, on devrait être autour de 1%. Il y a
les économistes sont plus pessimistes parce qu'ils voient encore une baisse des retraites des recettes, et une augmentation des dépenses. Et ils verraient plutôt le déficit entre 1,5 et 2%. Je sais pas. On n'a pas de boule de cristal, Daniel, il va falloir attendre un peu. Donc, merci pour ces éclaircissements. Alors, puisqu'on a parlé de déficit, d'angoisse, on va continuer avec un sujet qui nous intéresse et qui nous pose question. Est-ce que nous allons en Israël vers une vague de faillite en raison de tout ce qui se passe en raison de la hausse notamment des taux d'intérêt? Votre point de vue, Daniel? Oui. Alors effectivement, c'était cette semaine un titre dans Walla qui disait « Les experts alarment sur un risque de vague de faillite en Israël ». Alors, j'ai regardé l'intérieur de texte comme d'habitude. Il n'avait pas de chiffres. Et c'était une impression générale. Et sans donner ils disent, on attend justement les chiffres statistiques sur ce sujet du ministère de la Justice qui n'étaient pas publiés. Maintenant, je voudrais d'abord revenir au contexte mondial. Les grands organismes internationaux de l'économie prévoient une augmentation de 10% des faillites dans le monde en 2023 par rapport à 2022. Donc, c'est un phénomène général. Quand on regarde les pays de l'OCDE, en France, d'après les chiffres que j'ai vus, c'est 50% plus de l'année dernière. 50% de faillites supplémentaires? Oui. En Belgique, j'ai vu les chiffres 40%. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup sur les pays développés et qui ont les mêmes causes que vous avez soulignées. Bon alors, Daniel, c'est des propos qu'il faut prendre au sérieux quand on vous écoute parce que vous connaissez très bien ce monde de l'entreprise et ce monde des faillites. Vous avez même créé le modèle Guggenheim pour voir comment aider ces entreprises à ne pas faire faillite. Justement, je crois que vous suivez même 175 sociétés dans vos différentes activités. Vous publiez même des articles dans la presse israélienne, notamment sur le site Founder. Donc, vous êtes vraiment au top, on va dire, sur ces questions-là. Alors, vous nous dites que la situation est mondiale, mais ce qui nous intéresse forcément, c'est notre pays. Oui. Ça va s'arranger ou pas? Alors, justement, dans mon modèle qui est basé, c'est important de le dire, sur les flux de trésorerie d'exploitation. C'est quelque chose d'ailleurs que les gens en Israël comprennent très bien, mais mieux que je dirais qu'ailleurs, qu'une entreprise peut être très bien rentable, mais si elle a un problème de trésorerie, même momentané, alors elle peut faire faillite. Et le contraire, on peut avoir des entreprises qui comptablement ont des pertes, mais si elles arrive à avoir un flux de trésorerie d'exploitation, j'ai bien d'exploitation positif de façon générale, elle peut s'en tirer parce qu'à ce moment-là, les acteurs financiers ont intérêt à la financer. Alors, est-ce qu'il faut emprunter pour arranger sa trésorerie ou c'est pas la bonne solution non plus? Alors, jusque-là, je voudrais dire, puisque vous avez eu la gentillesse de souligner mon dernier article à ce sujet, je suis 175 sociétés, comme vous l'avez dit, qui ont émis des obligations en Israël à la bourse de Tel Aviv. Pas sur un an, ces sociétés que je prends dans mon modèle sont seulement des sociétés que je peux analyser sur au moins 5 ans. Donc, j'évite les problèmes comptables et autres. Et ce que j'ai remarqué, c'est la première fois, j'ai été moi-même très surpris des données et que lorsqu'on fait des recherches, on ne sait jamais ce que ça va donner. Et j'ai vu que pour la première fois dans mon modèle, de façon macro, ça veut dire en moyenne de ces entreprises cotées en obligation, le flux de trésorerie d'exploitation était négatif, légèrement négatif. Ça m'est jamais arrivé. Ça veut pas dire que demain, en Israël, la plupart des sociétés vont dire, bon, on paye plus les dettes des obligations qu'on a empruntées ou les intérêts. Ça veut dire qu'il y a un risque, qui est un risque qu'on appelle en hébreu mararti, c'est-à-dire structurel sur au niveau des obligations, comme peut y avoir sur l'ensemble des entreprises en Israël. On parle même d'ailleurs dans le secteur immobilier, j'ai vu de 500 à 1000 promoteurs qui pourraient faire faillite cette année. Et c'est un problème parce que l'immobilier est très présent à la bourse de Tel Aviv. Mais ce qui est important de dire, c'est que tout ça, c'est en grande partie dû et à l'inflation et au taux d'intérêt de la Banque d'Israël, qui sont maintenant, à mon avis, même des taux qu'on appelle réels, c'est-à-dire qui sont au-dessus de l'inflation. Maintenant, on est 475. On parle peut-être encore d'une hausse de 0,25 en début juillet. J'espère qu'il ne le fera pas. C'est important parce que justement, la Banque d'Israël a pris cette année des mauvaises décisions, on peut le dire. Est-ce que la position du directeur de la Banque d'Israël
est en jeu. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va continuer à ne pas prendre en compte ces indicateurs ou est-ce qu'il va réagir? Justement, à ce niveau-là, la presse financière israélienne a dit que ça va se passer comme ça. Dans quelques mois, il devait arrêter sa première campagne, c'est-à-dire son premier mandat. Et il va dire que lui, il n'est pas intéressé à recontinuer. Et Netanyahou va dire que il accepte le fait qu'il ne veuille pas recontinuer. Alors, ça se passe diplomatiquement. Mais dans la presse économique, il y a déjà des bourses de noms sur celui qui va le remplacer, qui sera bien entendu proche de Netanyahou, ou de ce que l'économie israélienne veut, le gouvernement. Ce qui est normal, parce que d'une certaine façon aussi, il faut que le directeur de la Banque d'Israël soit proche des grands principes économiques d'une coalition. C'est rien de bien qu'ils soient indépendants. Non, mais disons que là, c'est inquiétant quand même. Oui, il a été très critiqué par les économistes parce qu'il a pris les mauvaises décisions. D'abord, à un moment donné, il soutenait le dollar contre le shekel. Il n'aurait pas dû le faire. Après, il n'a pas vu l'inflation qui est revenue et il a augmenté les taux d'intérêt très brusquement et très vite, et pour faire comme la Fed. Et Israël n'est pas du tout comme l'Amérique, c'est pas le même raison pour l'inflation, et donc c'est pour ça que c'est important de noter. Ok, bon, alors merci pour ces éclaircissements, c'est important parce que c'est des sujets qui touchent tout le monde. Alors Daniel, on va continuer avec la monnaie, décidément des sujets qui ne nous lâchent pas, mais en même temps c'est l'actualité. Donc le shekel a continué d'augmenter ces derniers jours. Est-ce que c'est plutôt bon pour nous ou faut-il s'en inquiéter? Même vous avez dit augmenter, c'est pas seulement augmenter, il y a eu des très fortes pressions à la hausse qui sont extrêmes, qui sont pas habituelles. En quelques jours, le shekel a augmenté de 5% par rapport aux monnaies où il est indexé, c'est-à-dire à dollar ou euro. On est passé, pour donner des chiffres, pour les gens, on était à 1 euro à 4,05 il y a quelques jours, la semaine dernière, et maintenant on est autour de 3,85 pour l'euro, et le dollar était à 3,75, c'était pas arrivé depuis 2 ans, et il est reparti maintenant à 3,55, qui est pratiquement le taux quand ce nouveau gouvernement a commencé ses opérations. Alors on a parlé beaucoup durant nos chroniques, qu'il y a un problème psychologique, un problème politique, et c'est vrai, un problème aussi des institutionnels, ceux qui gèrent la retraite en Israël, qui investissent trop en Amérique, et pour ça ils achètent du dollar, ça joue aussi. Et on l'a vu aussi des gens, des grands industriels ou autres gestionnaires qui ont poussé les gens à dire le shekel n'est pas fort, il faut mieux aller investir dans des monnaies étrangères. Tout ça a joué. L'attractivité aussi du taux du dollar, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a eu, la semaine dernière, une déclaration du directeur de la Banque d'Israël et qui a dit que le shekel est trop bas et que ça le gêne dans sa lutte contre l'inflation. Il a bien fait de faire cette phrase, parce qu'en fait, le fait que le shekel se ressaisisse permettra une baisse du coût de l'importation. Et peut-être même de faire que, et on ne sait pas s'il va pas augmenter le mois prochain ses taux, mais d'après les économistes, le fait que le shekel tout d'un coup est remonté si fortement va peut-être permettre à toute façon à la Banque d'Israël de dire bon, dans ce cas-là, j'ai fait comme la Fed, j'arrête et je suis à un plateau. Pour l'instant, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, oui, parce que la Fed a arrêté d'augmenter ses taux là en ce moment. Cette phrase a fait gagner, par exemple, aux gens qui ont des mashkantaot, qui ont des prêts, beaucoup d'argent le mois prochain. Donc, des fois, les paroles, c'est très important. Et moi, je dis aussi que économiquement, le shekel est bas. Il faut revenir ici que les résultats de l'économie israélienne par rapport aux autres pays, parce que Israël n'est pas un veste clos de l'OCDE, des pays développés, en Europe, aux États-Unis, sont en gros bien meilleurs, que ce soit pour l'exportation, la balance de paiement, que ce soit pour le déficit budgétaire et autres, et surtout l'endettement public. Même les journaux qui souvent attaquent Israël disent regardez, l'endettement par rapport à la production, nous on est à 60%, en France on est à 120%, etc. C'est pas comparable. Donc c'est ça qui est important, parce que les gens me demandent souvent au téléphone, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du shekel? J'ai pas de boule de cristal, bien sûr, mais je dis toujours qu'économiquement, le shekel est bas, et que si des raisons politiques ou autres psychologiques, qui sont des fois importantes à court terme, s'enlèvent, alors le shekel reviendrait, encore une fois, c'est pas seulement moi qui le dis, les spécialistes des devises parlent d'un dollar à 3,40 shekels, point de vue un dollar économique. Et on en est à 3,55, donc ça, on a de la marge, et ça, donc c'est quelque chose qui est envisageable, encore une fois, s'il n'y a pas de problème autre que j'ai parlé, psychologique ou d'ordre politique. On a fait le point sur la monnaie
René, maintenant, on va revenir à un sujet plus général, moins macroéconomique, qui concerne tous les abonnés de Hot, la fameuse société, mais oui, qui s'est vue condamnée et qui va devoir dédommager ses clients. Et pas qu'un peu, ça va leur coûter très cher. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je crois qu'il y avait une procédure judiciaire depuis 2014. Justement, comme vous avez présenté ce sujet admirablement, ça me permet d'être très vite, qu'en 2014, une plainte a été déposée devant les tribunaux par les clients et des avocats, bien entendu, qui les représentent. C'est en disant, Hôte ne respecte pas par rapport au service clientèle ce qui s'était imposé dans le carnet des charges. Premièrement, on attend trop longtemps quand on a besoin de les joindre. Deuxièmement, ce qu'on appelle en Israël le moked, ça veut dire le répondre au téléphone de la part de Hôte. Ils s'étaient engagés à répondre certaines heures, ils le font moins de temps que prévu. Okay. Troisièmement, il n'y a pas de rappel au client. Et la Sikha Choseret, c'est-à-dire ce service qui était de Sikha Choseret. On laisse son numéro, on se fait rappeler par Hôte, personne ne rappelle jamais. Voilà. Et donc, ces trois choses-là, et c'était établi dans les faits. Ils se sont fait condamner pour ça, en fait. Alors, ça a duré pendant 3 ans, discussion savoir si on pouvait l'avoir comme plainte générale, ce qu'on appelle en hébreu Tvia Yitzukit. Il y a des avocats derrière, bien entendu, parce que eux, ils ont gagné. Moi, j'ai parlé là de 70 à 150 millions de shekels qu'ils vont recevoir de déménagement de clients. D'abord, les avocats, eux, ils vont gagner tout de suite 11 millions de shekels, donc c'est pour eux aussi une bonne affaire d'avoir travaillé là-dessus. Ça a duré donc 2017-2023. Le verdict, c'est un verdict de compromis dont s'est réjoui aussi Hôte. Parce qu'ils vont payer, mais alors, en industrie et en argent. Ils vont pas tout débourser de la caisse de la société. En fait, ça c'est important. Oui. Pourquoi on parle de 70 à 150 millions de shekels? Il s'est engagé à 2 choses. Ils ont dit comme ça: les clients pourront réclamer soit une baisse dans leur prochaine facture. Okay. Ils verront qu'il y a marqué zikouï, qu'ils verront, c'est-à-dire c'est l'argent qu'on leur rend. Ça, c'est une chose. Mais on leur proposera aussi, est-ce que vous voulez qu'on vous donne des meilleurs appareils, toujours la technologie des meilleurs services, des meilleurs abonnements, voilà, exactement. Aussi dans l'abonnement, dans des choses qu'on peut avoir en plus, tout ce que, il parlait surtout de techniques d'instruments, ça peut aller surtout. Et dans ce cas-là, ça coûtera moins cher oui, ils dépensent moins d'argent. Donc, dans ces 2 cas-là, les clients seront dédommagés. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'Hôte a dit, je me félicite d'arriver à ça. Et je voudrais surtout vous dire que c'est quelque chose qui s'est passé en 2014, mais en 2023, nous donnons un service merveilleux. Alors, d'après ce que j'entends, je ne sais pas si c'est le cas. Disons, je serais très, très prudent. On va mettre des points d'interrogation. Voilà. Bon, en tout cas, merci Daniel. Un plaisir de vous entendre et d'apprendre avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.